Aujourd'hui, on s'attarde au système cardiovasculaire et plus particulièrement aux vaisseaux sanguins qui le composent, ainsi que aux troubles, aux problèmes qui peuvent survenir dans ces vaisseaux sanguins. Tout d'abord, il existe trois grands types de vaisseaux sanguins présents dans le corps humain. Donc, on a le premier type qu'on retrouve ici à droite de l'écran, donc qui est composé des artères et des artérioles. On a le deuxième type qui se trouve ici à gauche de l'écran, les veines et les vénules. Et on a le dernier type qui se trouve en bas au centre de l'écran, qui est les capillaires sanguins. Tous ces vaisseaux sanguins-là forment un circuit à l'intérieur du corps et ce circuit-là va permettre de distribuer le sang à toutes les cellules du corps, va permettre d'apporter des nutriments, de l'oxygène, de débarrasser des déchets comme le CO2, l'urée, grâce au réseau de circulation. Si vous regardez bien la figure qui est là, vous voyez bien qu'il y a un circuit qui est fait. Donc, le point central, c'est vraiment le cœur. Donc, le cœur, on l'a déjà vu, c'est la pompe de notre système cardiovasculaire. Donc, à chaque contraction, le cœur va permettre au sang de circuler. Donc, la partie qui va se contracter, qui va propulser le sang à l'extérieur, c'est vraiment le ventricule, donc la partie inférieure du cœur, dans la pointe. Le ventricule, qu'il soit le ventricule gauche ou le ventricule droit, va toujours propulser du sang. Le ventricule gauche, comme on l'a vu, va propulser le sang bien oxygéné partout dans le corps et le ventricule droit va propulser le sang rempli de CO2 vers les poumons. Alors, mes ventricules, ils vont toujours propulser le sang dans des vaisseaux sanguins qui sont très gros et très solides, qui s'appellent des artères. Donc, les artères, ce sont les plus gros vaisseaux sanguins de votre corps. Ce sont des vaisseaux qui ont une paroi très épaisse, qui ont beaucoup de muscles, ici comme on voit à l'intérieur. Et pourquoi ils sont très musclés et pourquoi ils sont très épais? C'est parce que la pression du sang qui arrive dans une artère, comme c'est pompé directement du cœur, la pression est très élevée. Donc, il faut que mes vaisseaux sanguins, mes artères, soient très solides, soient capables de résister à la pression. Donc, les artères, ce sont des vaisseaux sanguins qui sont solides et qui sont élastiques. Donc, mes artères sont élastiques et solides. Elles sont résistantes, en fait, pour capter toute cette pression sanguine qui est très forte à l'intérieur. Les artères, ensuite, elles vont devenir de plus en plus petites pour venir rejoindre les différents organes qu'il y a dans notre corps et une artère va devenir une plus petite branche qui va s'appeler une artériole. Donc, une artériole, c'est une petite artère. Donc, les artérioles sont aussi des vaisseaux sanguins très résistants, très élastiques, qui vont permettre d'accepter beaucoup de pression sanguine aussi, mais vont s'assurer de faire une distribution plus près des organes que les artères vont le faire. Une fois que mes artérioles se sont approchées des organes, mes artérioles vont encore se diviser, si on voit ici, en plus petits vaisseaux sanguins qu'on appelle des capillaires. Les capillaires, ils vont venir entourer chacune des cellules de nos tissus, donc de nos organes, afin de faire des échanges avec les cellules. Donc, les capillaires vont apporter de l'oxygène et des nutriments aux cellules pour qu'on puisse faire de l'énergie et de la respiration cellulaire. Et les cellules vont libérer leurs déchets, comme le CO2 et l'urée, qui va entrer dans le sang pour pouvoir être distribués vers les organes qui vont permettre de les éliminer. Donc, mes capillaires, comme ce sont de tout petits vaisseaux sanguins qui s'en vont autour des organes, ce sont de fins vaisseaux, donc ils sont tout petits. Ils entourent les cellules et ils font
les échanges. Alors, ils font des échanges avec mes cellules. Donc, c'est eux autres qui vont assurer que la respiration cellulaire va pouvoir se produire et que les déchets produits par cette production d'énergie vont pouvoir être retournés ailleurs dans le corps pour être éliminés. Les capillaires sont tellement petits que la pression sanguine qu'il y a à l'intérieur est très faible. Donc, on aura une faible pression du sang à l'intérieur. Contrairement tout à l'heure, si vous vous rappelez, hein, dans les artères, il y aura une forte pression à l'intérieur, donc du sang. Alors, comme il y a une très faible pression sanguine à l'intérieur des capillaires, quand mes capillaires vont avoir fini de faire leurs échanges, comme ils sont si petits que les globules rouges ils circulent à la queue leu-leu, donc un derrière l'autre, ils ne peuvent pas circuler deux de large. Alors, les capillaires, quand ils vont se rejoindre ensemble, donc ils vont former des plus gros vaisseaux, ces vaisseaux-là vont s'appeler des vénules. Alors, les vénules, c'est ce qu'on appelle des petites veines. Alors, mes vénules, ce sont de petites veines. Et dans mes vénules, il y a très peu de pression sanguine. Comme il y a très peu de pression sanguine à l'intérieur de mes veines. Donc, les vénules, c'est comme des bretelles d'accès à l'autoroute. Donc, j'ai mes capillaires qui sont des routes de quartier résidentiel. Et quand je sors de mon quartier résidentiel, je vais entrer sur des plus grosses routes, donc des bretelles d'accès à l'autoroute qui s'appellent des vénules. Et l'autoroute de retour du sang jusqu'au cœur, bien, ça s'appelle les veines. Les veines, elles ont une faible pression sanguine à l'intérieur. Donc, on va dire qu'il y a une faible pression sanguine. Faible pression du sang. Et ce qu'elles ont de particulier, les veines aussi, c'est qu'elles ont des valvules à l'intérieur. Donc, si vous vous souvenez, on avait vu qu'il y avait des valvules à l'intérieur du cœur. Donc, pour empêcher le sang d'aller à sens inverse. Donc, permettre au sang d'aller toujours à sens unique. Bien, dans les veines, il y a aussi des valvules à l'intérieur, sauf que les valvules présentes dans les veines vont servir à faire avancer le sang. Comme la pression sanguine est tellement faible, si je veux réussir à faire remonter le sang, par exemple, de mes jambes jusqu'au cœur, parce que le but des veines, c'est de ramener le sang vers l'intérieur du cœur, bien, je dois les aider. Donc, à chaque fois que mon cœur va battre, le sang va avancer d'une valvule à l'autre pour pouvoir se rendre jusqu'à l'intérieur du cœur. Donc, les petites valvules, elles se trouveraient ici à l'intérieur des veines. Donc, ça ferait comme des petites portes. Et il y en aurait à plusieurs endroits des petites portes à l'intérieur des valvules. Donc, pour permettre au sang d'avancer d'une porte à l'autre pour pouvoir retourner au cœur. Et ça, c'est dû à la faible pression du sang qu'il y a à l'intérieur des veines. S'il n'y avait pas les valvules, le sang il retournerait vers le bas, donc vers le bas du corps, parce que la gravité agit, et on ne pourrait pas avoir la distribution du sang qui retourne au cœur pour pouvoir débarrasser des déchets, par exemple. Maintenant, on va explorer l'hygiène du système cardiovasculaire. Donc, on va regarder qu'est-ce qu'on doit faire pour maintenir tous nos beaux vaisseaux sanguins en bon état pour que le cœur puisse faire son travail, pour que les vaisseaux puissent distribuer le sang partout dans le corps.
je vous présente plusieurs problèmes de santé qui peuvent survenir au niveau des vaisseaux sanguins qui composent votre corps. Le premier problème que je vous présente, c'est l'angine de poitrine. Donc, c'est un problème de circulation sanguine qui va avoir lieu dans les vaisseaux coronaires. Donc, les vaisseaux coronaires, ce sont les vaisseaux qui nourrissent le cœur. Donc, si on regarde ça, alors ce problème-là touche les vaisseaux coronaires, les vaisseaux nourriciers du cœur. Alors, qu'est-ce qui va se passer dans l'angine de poitrine? C'est que ces vaisseaux coronaires, comme vous voyez ici dans le cercle, vont venir se boucher. Alors, il va se former des plaques qui vont être issues d'une alimentation très riche en gras. Donc, ce sont des plaques formées par des dépôts de gras, par du gras. Et ces plaques-là vont venir faire un blocage qui va être partiel. Donc, on a un blocage partiel des artères et des veines coronaires. Alors, blocage partiel des vaisseaux coronaires. Ça veut dire qu'il y a du sang qui passe encore. Cependant, le sang qui passe dans ces vaisseaux-là, il va être ralenti parce que le passage est moins grand. Alors, comme le passage est moins grand, ça va créer des douleurs à l'effort, ça va créer des sueurs, ça va créer une espèce de compression, d'oppression au niveau de la poitrine et les gens qui vont souffrir d'angine ne vont pas se sentir très bien suite à une crise. Qu'est-ce qu'il y a à faire quand on souffre d'une crise d'angine? Bien, premièrement, c'est de s'asseoir, d'être tranquille. C'est de s'assurer que la douleur ne se prolonge pas, d'aller consulter son médecin pour passer différents tests pour s'assurer qu'il n'y a pas d'autres problèmes qui vont survenir suite à ça. Puis, dans le fond, c'est de prendre soin de soi, donc de bien manger, de faire de l'exercice. On essaie de faire attention aussi à la quantité de gras qu'on va consommer. On essaie de ne pas consommer trop de sel aussi au niveau de notre alimentation parce que le sel, ce qu'il va faire, c'est qu'il va venir durcir la paroi des petits vaisseaux coronaires qui sont là. Donc, quand le sang va vouloir passer, le vaisseau, il va moins s'étirer. Donc, il va avoir plus tendance à accumuler le gras à l'intérieur et à causer de l'angine de poitrine. Deuxième problème que je vous présente, c'est l'infarctus du myocarde. Donc, le myocarde, c'est quoi? Donc, myo, ça veut dire muscle et carde, ça veut dire cœur. Donc, ça va être un problème au niveau du muscle du cœur. Le muscle du cœur n'arrivera plus à faire son travail. Pourquoi? Parce qu'on va avoir encore des petits vaisseaux coronaires, donc qui sont à la surface du cœur et qui nourrissent le cœur, lui apportent de l'oxygène, lui apportent des nutriments, des vaisseaux qui le débarrassent de ses déchets produits, parce qu'il produit de l'énergie. Donc, il y a des vaisseaux coronaires dans un infarctus du myocarde qui vont venir se bloquer totalement. Donc, il va y avoir dans l'infarctus du myocarde un blocage total d'un vaisseau coronaire, donc un vaisseau qui nourrit le cœur. Et ce blocage total-là empêche le sang de circuler. Oups. De circuler dans les cellules du cœur. Si j'ai le sang qui ne circule pas dans les cellules
du cœur, ben, j'ai une partie de ces cellules-là qui ne recevront pas d'oxygène, pas de nutriments. Donc, ça peut entraîner la mort d'une partie du cœur. Donc, ça peut entraîner la mort d'une partie du cœur. Si j'ai une partie du cœur qui meurt, bien à ce moment-là, mon sang ne peut pas circuler comme il faut. Donc, mon travail de pompage par mes ventricules se fera pas bien. Donc, je vais avoir une mauvaise distribution du sang dans mon artère pulmonaire. Je vais avoir une mauvaise distribution du sang dans mon aorte. Donc, ça va devenir très difficile pour tous les autres organes du corps de recevoir ce qu'ils ont besoin pour pouvoir vivre. Comment ça se passe, un infarctus du myocarde? Bien, il va y avoir des plaques, des plaques qu'on appelle des plaques d'athérome. C'est le même type de plaques qu'on avait tout à l'heure, formées par des dépôts graisseux dans l'angine de poitrine, donc qui vont se former. Ce que ça va faire, on voit, ça vient rétrécir le vaisseau sanguin et ça peut venir le rétrécir jusqu'à un point tel qu'il y a un blocage total. Donc, la plaque va venir bloquer totalement la circulation sanguine. On voit que les globules rouges ne peuvent plus circuler. Ça veut dire que tout en bas du blocage, ici, dans la partie du cœur, cette partie-là du cœur ne recevra plus d'oxygène, plus de nutriments. Donc, elle va mourir. C'est ce qu'on appelle une nécrose. Donc, une nécrose, c'est la mort d'une partie du cœur. Donc, si mon caillot, ma plaque d'athérome vient se former ici, bien, toute cette partie-là ici dans le bas du cœur, elle ne recevra plus ce qu'il lui faut pour survivre. Donc, elle va mourir et venir affecter le travail de pompage. Qu'est-ce qui va se passer dans mon corps? Bien, premièrement, je vais ressentir une douleur très intense qui va se distribuer dans le haut de mon corps, donc dans mes épaules, dans ma poitrine. Ensuite de ça, je peux avoir de la difficulté à respirer, je peux me sentir faible, avoir des sueurs, avoir mon rythme cardiaque qui va s'accélérer sans aucun doute. Qu'est-ce qu'il y a à faire? Bien, c'est d'agir très rapidement. 911 pour avoir l'ambulance, on se fait évaluer par un médecin, on reçoit les traitements appropriés, donc ça se peut qu'on nous donne de la médication, qu'on vienne débloquer des petits vaisseaux, qu'on vienne faire une chirurgie, et c'est ce qu'on va regarder dans les prochaines diapositives. Alors, 2 traitements possibles pour les problèmes de vaisseaux sanguins au niveau du cœur. Alors, il y a tout d'abord la pose d'un tuteur artériel et il y a ensuite le pontage coronarien. Ces 2 traitements-là vont être faits par un chirurgien cardiaque et vont être faits idéalement avant qu'un infarctus du myocarde survienne, parce que ça, c'est vraiment le problème le plus important, le plus majeur, si on peut dire comme ça, qui peut survenir au niveau des vaisseaux coronaires du cœur. Donc, dépendamment du blocage qu'on va avoir, donc si c'est un blocage qui est très important ou si c'est un blocage qui est plutôt mineur, bien, c'est ce qui va décider du cours de traitement que le chirurgien va choisir. Quand on parle de la pose d'un tuteur artériel, on voit que il y a un blocage. On voit des plaques d'athérome, donc des plaques de gras qui sont là, mais on voit qu'il y a encore quand même pas mal d'espace pour que le sang circule. Donc, ce qu'on va faire dans ce cas-là, quand le chirurgien regarde la grosseur des plaques d'athérome par rayon X et par imagerie médicale, quand il va voir l'espace disponible, il va dire « OK, parfait, l'espace est quand même assez important, on va procéder à la pose d'un tuteur artériel. » Un tuteur artériel, c'est ce qu'on appelle aussi un stent. Alors, le chirurgien va passer par une veine qui se trouve dans l'aine ou dans le poignet, puis il va remonter le circuit sanguin jusqu'à temps qu'il arrive au vaisseau qui est bloqué, donc un vaisseau qui est à la surface du cœur, un vaisseau coronaire.
Et à ce moment-là, quand il va remonter le circuit, au bout de son fil qui remonte le circuit, il y a un petit ballonnet qu'on voit ici en bleu. Et autour du ballonnet, il y a une petite broche, okay, qui est le tuteur artériel. Une fois que le chirurgien est bien positionné, ce qu'il va faire, c'est qu'il va gonfler le ballon, comme on voit dans la deuxième illustration. Donc, en gonflant le ballon à l'aide d'une petite pompe, ce que ça va faire, c'est que ça va déployer la broche. Donc, la broche va s'étirer, puis le ballon va venir écraser contre les parois les dépôts de la plaque d'athérome, donc les dépôts graisseux de la plaque d'athérome. Donc, voyez-vous, la plaque, elle est comme disparue dans la deuxième illustration. Alors, une fois que ça c'est fait, le chirurgien va dégonfler son ballon, va le retirer, donc par où il est rentré, donc il va faire le chemin inverse, et la petite broche, elle va rester en place. Elle va maintenir le vaisseau coronaire bien ouvert, elle va s'assurer que la plaque d'athérome reste bien écrasée et favoriser un passage maximal de sang à l'intérieur du vaisseau coronaire pour s'assurer que les cellules à la surface du cœur sont bien nourries et bien débarrassées de leurs déchets. Si le blocage est plus important que ce qu'on vient de voir, le chirurgien va procéder à une intervention qui s'appelle un pontage coronarien. Un pontage, dans le fond, c'est de fabriquer un petit pont avec des vaisseaux sanguins. Donc, voyez-vous, on les voit ici en vert dans l'illustration, les ponts, les petits pontages. Qu'est-ce qu'on va utiliser? On va utiliser souvent une veine qui se trouve dans la cuisse qui s'appelle la veine saphène. Cette veine-là, elle est très, très longue et très élastique. Donc, le chirurgien est capable d'en couper une toute petite section pour pouvoir venir faire une déviation de la circulation sanguine. Donc, ce que le chirurgien veut faire, il voit qu'il y a un blocage, mais que le blocage est trop important pour venir placer un petit tuteur de métal à l'intérieur. Donc, ce qu'il va faire, c'est qu'il va venir attacher sur l'aorte un bout de la veine saphène qu'il a coupé, puis ensuite, il va venir placer l'autre bout de la veine saphène dans l'artère coronaire qui n'est pas bloquée. Donc, il va venir le placer en bas du blocage. Mon blocage est ici, puis on va venir attacher la veine saphène, en fait, sur l'artère coronaire en bas du blocage. Donc, le sang va arriver dans l'aorte et va descendre par le pont pour venir nourrir toutes les sections du cœur. Donc, on peut en subir plusieurs pontages. Ici, sur l'illustration, il y en a 2, mais il pourrait en avoir 1, il pourrait en avoir 3, il pourrait en avoir 4. Donc, ça dépend vraiment de la quantité de vaisseaux qui sont bloqués. Donc, le but d'un pontage, c'est de dévier la circulation sanguine pour amener de l'oxygène et des nutriments aux cellules du cœur. Donc, le pontage est fait quand la pose d'un tuteur artériel n'est pas une option parce que le blocage, donc la plaque d'athérome, elle est beaucoup trop grosse puis il passe vraiment pas beaucoup de sang à l'intérieur de l'artère coronaire. Un autre problème de vaisseau sanguin qui peut survenir, mais cette fois-ci qui n'est pas au cœur, c'est au niveau du cerveau. Donc, c'est ce qu'on appelle un accident vasculaire cérébral ou un AVC. Un AVC, c'est comme de l'angine ou un infarctus, mais au niveau du cerveau. Donc, c'est le même principe. Il va y avoir un blocage d'un vaisseau du cerveau. Cependant, le blocage il va être fait par un petit caillot de sang. Si le blocage est total, bien, ce que ça fait, c'est que ça vient affecter une zone du cerveau. Donc, ça va donner des symptômes qui sont assez visibles sur le corps. Il va y avoir, par exemple, des difficultés à parler. Il va y avoir l'affaissement d'un côté du visage. Donc, on va voir le coin de l'œil qui tombe, la bouche qui va comme pendre d'un côté, difficulté à parler. On peut avoir de la difficulté à bouger un bras, une jambe. Donc, il va y avoir ce qu'on appelle une paralysie partielle. Donc, quand j'ai un caillot sanguin qui vient bloquer, donc
un caillot sanguin qui bloque une artère du cerveau, c'est ce qu'on appelle un accident ischémique. Donc, les médecins, ce qu'ils vont faire, c'est qu'ils vont donner de la médication pour essayer de dissoudre le caillot, donc de le défaire. Puis une fois qu'il est défait, ben, il peut y avoir des séquelles neurologiques ou pas, c'est-à-dire des séquelles physiques aussi ou pas. C'est-à-dire qu'il peut rester des traces de paralysie, des traces de difficulté à parler, ou ça se peut que ça revienne vraiment tout au complet sans conséquence. Ça va dépendre de quelle zone du cerveau aura été privée d'oxygène et de nutriments, puis pendant combien de temps. Donc, c'est vraiment variable au niveau de l'AVC, les conséquences qu'il va y avoir à long terme. Il peut y avoir un autre type d'AVC qu'on appelle un accident hémorragique. Donc, hémorragique, ça veut dire qu'il va y avoir une hémorragie au cerveau, un saignement dans le cerveau. Qu'est-ce qui va se passer? C'est qu'il va y avoir ce qu'on appelle un anévrisme. Un anévrisme, si vous regardez la petite illustration vis-à-vis de mon pointeur, voyez-vous, c'est comme si le vaisseau sanguin était déformé. Il formait une petite bulle. Et cette petite bulle-là, elle est très mince et très fragile. Donc, quand le sang va circuler à l'intérieur du cerveau, ça peut arriver que la pression sanguine est plus forte parce qu'on est stressé, parce qu'on a beaucoup d'émotions, parce que on fume, on fait moins de sport, on prend moins bien soin de nous. Bien, ça peut arriver que l'anévrisme ici, il se rompe. Donc, il se brise, il éclate. Bien, quand il éclate, ça va faire du sang qui va se répandre à l'intérieur du cerveau et c'est ce qu'on appelle un accident hémorragique, donc un AVC hémorragique. Ce que ça fait quand il y a du sang qui se répand dans le cerveau, bien, ça va venir comprimer le cerveau, ça va l'empêcher de bien fonctionner et on va voir aussi les mêmes symptômes qu'on voyait tout à l'heure. Donc, l'affaissement d'un côté du visage, on peut avoir des difficultés d'élocution, à parler, des difficultés à bouger, à marcher. Et ce qui est dangereux avec un AVC hémorragique, donc quand il y a la rupture d'un anévrisme, c'est que si l'hémorragie, le saignement n'est pas arrêté rapidement, eh bien, ça peut entraîner une panne totale du cerveau et amener la personne dans un coma dans lequel elle ne se réveillera pas et donc amener ce qu'on appelle une mort cérébrale. Donc, à ce moment-là, bien, il y aurait des décisions médicales à prendre qui sont variables selon les cas, mais on ne veut pas qu'il y ait du sang qui s'écoule à l'intérieur de notre cerveau. Qu'est-ce qu'on fait quand il y a quelqu'un de notre entourage qui est victime d'un AVC? Bien, premièrement, on doit reconnaître les signes, puis il y a un petit acronyme pour s'en rappeler, c'est l'acronyme VITE. Vous l'avez peut-être vu dans certaines publicités à la télévision dernièrement. Donc, V pour visage. Est-ce qu'il est affaissé? Est-ce qu'il est tout égal? Si on demande à la personne de sourire, est-ce qu'elle a un beau sourire avec les deux coins de bouche levés ou s'il y a un coin de bouche levé puis un coin de bouche qui ne lève pas? Le I, c'est là pour incapacité. Est-ce que la personne est capable de lever ses deux bras en même temps à la même hauteur? Si la réponse est non, ça veut dire que ça touche, il y a un AVC au niveau du cerveau. Ensuite, T, c'est pour trouble de la parole. Est-ce que la personne elle a de la difficulté à parler, à s'exprimer, à articuler ses mots? Si oui, ben c'est mauvais signe. Et le E, c'est là pour extrême urgence. Ça veut dire que c'est le cerveau. Donc, c'est l'organe qui contrôle tout le reste de votre corps. Donc, on appelle le 911. On mentionne que la personne a probablement un AVC, un accident vasculaire cérébral. Et on demande à l'ambulance d'arriver le plus rapidement possible. Donc, ça fait le tour des vaisseaux sanguins, des problèmes qui peuvent survenir dans les vaisseaux sanguins, puis les façons de les traiter. Il y a aussi des actions très, très simples que vous pouvez faire au quotidien pour maintenir votre système en santé. Bien manger, fruits, légumes, produits laitiers, viande et substituts,
produits céréaliers, donc une alimentation équilibrée. On fait attention à la quantité de gras qu'on consomme. Plus on en consomme, plus on risque d'avoir des plaques d'athérome qui vont se former dans nos vaisseaux sanguins et qui va amener d'autres complications comme de l'hypercholestérolémie, donc un taux de cholestérol trop élevé, des vaisseaux sanguins qui vont se bloquer, donc peut-être de l'angine, peut-être des infarctus. On fait attention aussi à la quantité de sel qu'on consomme dans notre alimentation. Plus on consomme de sel, plus nos vaisseaux sanguins vont durcir, vont perdre de l'élasticité et plus le sang, quand il va passer, il va frapper fort sur les vaisseaux avec la pression sanguine et plus les vaisseaux risquent de se briser. Donc, on fait attention à la quantité de sel, pas trop de sel. On fait de l'exercice physique, on boit de l'eau, on dort bien, on ne fume pas. On fait attention à la quantité de stress qui est présent dans nos vies. Oui, il y en a. Non, on ne peut pas toujours tout le temps l'éviter, mais on essaye quand même de le diminuer au maximum. Et puis, si on fait attention à nous, ben, il y a moins de risques qu'on ait des problèmes au niveau de la santé cardiovasculaire. C'est sûr que des fois, il peut en avoir quand même parce qu'il y a des facteurs héréditaires, donc qui nous viennent de nos gènes, des gènes de nos parents, de nos grands-parents qui sont là. Mais si on a une bonne hygiène de vie, bien, on risque de diminuer grandement les chances d'avoir des problèmes au niveau de notre système cardiovasculaire.